Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est le deuxième épisode de notre série La France dans le chaos du monde et après l'épisode 1 où nous avons parlé de la vocation de la France, l'épisode 2 d'aujourd'hui ce sera la décolonisation de la France. Alors nous sommes évidemment sujets à différentes sortes de colonisation mais aujourd'hui nous allons parler essentiellement de la colonisation américaine. Le devoir d'être cette fois le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Aujourd'hui, il y a une alternative à la guerre. Le gros des troupes est déjà au combat, mais l'état-major... I expect to be with a friend. Looking forward to having it with my family. Un pays qui est ami de la France. Et j'étais très heureux de pouvoir rencontrer le président des États-Unis pour parler avec lui. Kadhafi n'a pas renoncé au terrorisme. C'est probablement le prix à payer à ce moment-là qu'on le dise clairement. Nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte ça, c'est la Russie derrière. En plus évidemment des actes de guerre que nous voyons en Ukraine. Nous avons assuré le destin de la France malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route. Pour développer ce sujet, nous retrouvons aujourd'hui notre ami Paul-Marie Couteau, qui était présent au premier épisode, et notre ami Alain Juillet, je ne les présente pas, ainsi que l'historien et journaliste Éric Branca, qui est un spécialiste de cette période, de la période des relations, je dirais, entre la France et les États-Unis. Alors, je voudrais commencer pour vous lire un texte. Il est un tout petit peu long, mais il est tellement essentiel que je pense qu'il faut commencer par ça, qui est un texte du général de Gaulle, qui date du 4 janvier 63, qui est un discours au Salon Doré et qui est repris par Alain Peyrefitte dans C'était de Gaulle. Voilà ce que dit le général donc en 63. Nous avons procédé à la première décolonisation jusqu'à l'an dernier. Nous allons passer maintenant à la seconde. Après avoir donné l'indépendance à nos colonies, nous allons prendre la nôtre. L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. Et vous voyez que le général de Gaulle emploie le mot très fort de domination. Mais la difficulté dans ce cas, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper. Depuis la fin de la guerre, les Américains nous ont assujettis sans douleur et sans guerre de résistance. En même temps, ils essayent de nous remplacer dans nos anciennes colonies d'Afrique et d'Asie, persuadés qu'ils sauront faire mieux que nous. Je leur souhaite bien du plaisir. Les capitaux américains pénètrent de plus en plus dans les entreprises françaises. Elles passent l'une et l'autre sous leur contrôle. Il devient urgent de secouer l'apathie générale pour monter des mécanismes de défense. Apathie générale, mécanisme de défense. Les Américains sont en train d'acheter la biscuiterie française, leurs progrès dans l'électronique française sont foudroyants, je passe un petit peu. Qu'est-ce qui empêchera que recommence ce qui s'est passé l'année dernière à Vierzon avec Remington? Les décisions se prennent de plus en plus aux États-Unis. Il y a un véritable transfert de souveraineté. C'est comme dans le monde communiste où les pays satellites se sont habitués à ce que les décisions se prennent à Moscou. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l'économie mondiale nous sont imposées. Bien des Européens y sont favorables. De même que bien des Africains étaient favorables au système colonial, car les colonisés profitaient du colonialisme. Les nations d'Europe reçoivent des capitaux, mais elles ne veulent pas se rendre compte que ces capitaux, c'est la planche à dollars qui les crée, et en même temps, elles reçoivent aussi des ordres. Elles veulent être aveugles. Pourtant, à la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera.
Ce texte est absolument extraordinaire et absolument prophétique. Alors, je voudrais commencer avec Paul-Marie pour lui poser la première question donc à ce sujet, c'est-à-dire en quoi pouvons-nous dire que nous sommes aujourd'hui colonisés et par qui? Par qui? La réponse est évidente, mais qu'elle soit pas tout à fait pour tout le monde, hélas. Nous sommes colonisés, et c'est surtout la durée qui compte, depuis plus d'un siècle en réalité, par l'influence, la politique concertée des États-Unis, ce qu'on appelle couramment l'Amérique. Enfin, l'Amérique, c'est beaucoup plus vaste que les États-Unis, qui est un pays par bien d'autres continents américains. Bref, parlons donc des États-Unis. Vous savez, on a coutume de dire que cette colonisation, d'où le texte du général de Gaulle que vous citiez, cher François, a commencé avec la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois qu'elle a commencé avec la Première Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs un livre magnifique que j'ai pas pu apporter, mais qui de toute façon n'est plus trouvable, d'un certain Jacques Thibault, qui était directeur adjoint de l'ORTF pendant très longtemps, du temps du général de Gaulle, qui a écrit un livre intitulé « La France colonisée ». Mais il fait remonter cette colonisation états-unienne aux années 1920. Bon, et même, et là je fais référence à un autre ouvrage, mais je vais essayer d'économiser les ouvrages sur le sujet. Il y a aussi les ouvrages d'Éric, bien sûr, d'Éric Branca, d'un certain Dominique Lormier, le sauveur américain. Quand les États-Unis sont arrivés en soi-disant 2017 avec leurs troupes, les troupes de Pershing, dans l'été 2017, elles étaient mal formées, pas aguerries du tout. Il a fallu les former, Foch-Champlain assez, ça nous prend un temps fou. Ils sont même pas capables de porter un barda, dit-il, il va falloir les former. Et pendant ce temps que faisait une partie, c'était prévu ça, tout ça est très planifié, une partie des soldats ou des agents arrivés avec les débuts d'armée états-unienne en France, ils promenaient dans les villes de France des expositions itinérantes. C'était très préparé, avec cette affiche que à peu près tout le monde a vue, puisqu'elle a été tirée à 1 million d'exemplaires, le sauveur américain. Avant même d'avoir tiré une balle, il s'affichait comme le sauveur américain. Opération psychologique typique. Et c'est allé tellement... D'ailleurs, il faut dire que l'apport américain est assez discutable, parce que l'entrée en ligne des troupes américaines en 1918 est assez tardive. L'Allemagne n'allait déjà pas bien, il y avait des révoltes spartakistes déjà à Berlin à ce moment-là. L'armée résistait encore, mais derrière les civils flanchaient. L'année précédente, faut-il le rappeler, l'empereur Joseph d'Autriche avait demandé une armistice séparée. Bref, ils sont arrivés, comme disait le général de Gaulle, il n'était pas là. Mais quand ils sont arrivés, c'était pour sauver au secours d'une victoire qui était assurée. Mais pour en tirer en plus les bénéfices. C'est ce que dit Jacques Thibault. Les bénéfices ont été énormes en termes d'image, d'influence, de propagande. Et cette espèce d'attrait psychologique pour ce qui est neuf, en dévaluant ce qui est vieux, c'est-à-dire nous. Alors, c'était le jazz, c'était le film américain. J'aimerais dire un mot, mais je ne veux pas trop parler, d'un texte de président de la SACD de l'époque, enfin 1921, qui se plaint déjà en 1921 de l'afflux du cinéma américain dont il regrette qu'elle pourrait tuer la sensibilité française. Et ça, ça fait un siècle. Ça fait un siècle que cette colonisation, j'ai envie de dire aliénation, au fond, s'est installée, en citant pour finir le mot terrible de Gobard, d'Henri Gobard, qui était un écrivain connu dans les années 60. Général de Gaulle s'est fait une certaine idée de la France, pendant que les Français se faisaient une certaine idée de l'Amérique. Voilà, c'est terrible, parce que c'est passé depuis un siècle. Et au bout du compte, nous sommes vraiment colonisés, voire aliénés. Voilà, c'est ça. Alors, cher Éric, donc, qu'en pensez-vous? En quoi, donc, pouvons-nous dire aujourd'hui que nous sommes colonisés aujourd'hui? Alors, je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que vient de dire Paul-Marie. Sa fresque historique est absolument parfaite. À ceci près, je vais peut-être encore renforcer ce que vous avez dit, c'est que la colonisation culturelle a commencé de fait à partir de 1918 et même 17. Mais politique, elle a commencé en 1945 avec le grand projet Jean Monnet, auquel il avait converti Roosevelt.
d'une Europe politique qui allait débrancher les souverainetés nationales. Il suffit de lire les mémoires de Jean Monnet, de regarder tous les papiers, d'ailleurs, qui ont été publiés depuis, où il explique que l'Europe ne pourra se construire que sur autre chose que les souverainetés nationales. Et donc, la prise en main politique de la construction européenne, elle est faite par les États-Unis d'emblée. Donc, c'est-à-dire que on peut pas sortir de ces rails-là. Et donc, elle se superpose à une offensive culturelle déjà ancienne et qui va se renforcer, notamment avec les accords Bloom-Burns de 1946 sur le cinéma. Et vraiment, là, je vous suis à 1000%. La période gaullienne a été une parenthèse. Ça a été une parenthèse glorieuse, mais ça a été une parenthèse parce que il a essayé de sortir l'Europe de cette suggestion, de cette situation ancillaire, mais finalement, dès qu'il est parti, allez, soyons gentils, à partir de 74, à partir de Giscard, le fleuve a repris son lit traditionnel. Je vous interromps juste une seconde. Est-ce qu'à ce titre-là, on peut pas dire justement que la ratification par le Bundestag du traité de l'Élysée n'est pas une défaite en rase campagne du général de Gaulle qui a essayé de faire une OPA sur l'Allemagne à ce moment-là et qui s'est fait répondre que l'Allemagne obéissait d'abord à son suzerain américain avant d'être lié avec la France, non? Une humiliation pour Adenauer qui avait signé et négocié. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Tout à fait en accord avec de Gaulle, qui était d'ailleurs aussi d'accord avec de Gaulle pour empêcher l'adhésion de l'Angleterre dans le marché commun parce que ça allait créer une zone de libre-échange. Bien, et il faut savoir que le préambule qui a été ajouté au traité de l'Élysée, c'est un camouflet sans précédent, l'a été en 48 heures sous la dictée des Américains et rédigé par Jean Monnet, qui l'a imposé au Bundestag. C'est ça. Mais moi, ce qui me fascine, parce que je ne veux pas parler des heures, mais ce qui me fascine dans cette affaire, c'est comment les Européens se sont acculturés à la soumission. Voilà. Et quand de Gaulle dit, en fait, ils sont très contents d'être colonisés, mais je vais vous en donner la preuve. Je trimballe ce papier à toutes les émissions où on me fait l'amitié de m'inviter parce que il est très peu connu et c'est pourtant la déclaration de von der Leyen officielle après la conclusion du fameux traité de commerce, enfin des accords commerciaux, si on peut appeler ça des accords. Pour moi, c'est les traités inégaux, au même titre que les traités inégaux qu'on avait imposés aux Chinois en 1860. On ouvre nos frontières et eux, ils en trouvent à peine les leurs. Et donc, en deux mots, nous achetons du pétrole, du gaz de schiste américain 4 fois plus cher que le pétrole russe. Nous promettons d'investir aux États-Unis plus tôt qu'en Europe, etc., etc. Plus les armes, évidemment. Et alors, il y a cette phrase absolument stupéfiante de von der Leyen. C'est un petit communiqué qui est sur le site de la Commission. Et donc, elle parle du renforcement de la coopération en matière d'énergie. Et là, ouvrez les guillemets, les achats des produits énergétiques américains diversifieront nos sources d'approvisionnement et contribueront à la sécurité énergétique de l'Europe. C'est bien connu, quand on se met entre les mains d'un seul fournisseur, ça sécurise tout le monde. Et elle termine ainsi. Mais ça, je l'ai relu 3 fois, je regardais en allemand et je regardais en anglais. Et c'est cette phrase-là, les puces d'IA américaines, d'intelligence artificielle, permettront d'alimenter nos giga-usines d'IA et aideront les États-Unis à maintenir leur avance technologique. C'est tout de même la première fois qu'on dit tout haut ce qui se passe une péto depuis maintenant 50, 60 ans, mais là c'est absolument stupéfiant. Elle se félicite que l'Europe, qui a cédé aux desiderata américains, va en plus les aider à maintenir leur domination. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, donc c'est la conclusion de ce que c'est une Jean Monnet moderne, je dirais, von der Leyen. C'est exactement ça en fait. C'est une Européenne qui en fait est stipendiée et qui est en fait une Américaine de cœur, de tête, d'obéissance absolue. C'est aider les industries IA des États-Unis à maintenir leur avance. C'est ça, à maintenir. Voilà l'objectif de la Commission européenne. Pas l'avance, on peut mettre domination, évidemment, leur domination. Ah oui, absolument. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est exactement ça veut dire. Ouais. Et alors, je vous montre le pendant qui est, ça je l'ai pris sur le site de la Maison-Blanche, c'est la déclaration de victoire de Trump qui dit mais c'est absolument unique parce que nous avons imposé ce traité sans guerre. C'est tout à fait extraordinaire. C'est ça. Tout à fait extraordinaire. The biggest trade deal. Et c'est publié le même jour ou le lendemain sur le site de la Maison-Blanche. Voilà, j'en ai fini avec la lecture, mais je me suis dit que c'était quand même très...
très éloquent. Bien sûr. Cher Alain. Bon, moi, quand j'entends que dit Paul-Marie, puis bien entendu ce que dit Éric Branca, alors je suis pas surpris parce que je crois qu'on le voit tous les jours. Mais c'est vrai que en France, beaucoup de gens n'ont pas conscience, même encore aujourd'hui, de ce phénomène de colonisation. C'est-à-dire que quand il y a eu le plan Marshall, et quand à l'époque, faut quand même pas oublier, après ça a été rappelé dans un livre de notre ami Branca, quand ils sont arrivés en France, l'objectif, c'était pas du tout de mettre en place le général de Gaulle, il faut le dire pour les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. C'était de mettre en place un protectorat américain. Ils avaient d'ailleurs imprimé une monnaie qui n'était pas le franc, mais qui était un espèce de dollar français, hein, dont nous avons des exemplaires, donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Et de Gaulle a manœuvré. Alors là, il faut reconnaître qu'il a été très bon parce qu'il les a pris de vitesse. Et du coup, quand ils se sont réveillés, c'était trop tard. De Gaulle était installé, avait mis ses commissaires de la République un peu partout. Alors qu'ils avaient prévu les hauts fonctionnaires, les gouverneurs, tout était prêt. Et Ils les avaient même formés en Angleterre. Je parle de la France, on oublie toujours le troisième volet. Alors, il y avait les dollars, il y avait les préfets américains, les dollars américains. Oui. Et il y avait un découpage de la France avec une Belgique qui allait Oui, jusqu'à mais Dijon. il y avait tout un ensemble. La France était mise complètement sur un protectorat. D'ailleurs, ça s'appelait l'AMGOT. OT voulant dire Occupied Territory, c'est-à-dire dans leur esprit, nous étions un territoire occupé, non pas un territoire libéré. Absolument. Au même titre que les vaincus. C'était très clair. On était vaincus comme les Allemands, exactement. Il faut pas l'oublier. Pour eux, c'était ça. Alors bien sûr, nous, notre histoire réécrite, racontée et tout a fait que les gens savent pas du tout aujourd'hui ce qui s'est passé à l'époque. Mais quand on regarde cette affaire-là, donc ils voulaient mettre la main sur la France. Après, on voit que, on peut le dire, leur agent, Monsieur Monnet, Jean Monnet, va manœuvrer en permanence pour tout faire de manière à casser la souveraineté. Et là, je ferai une incidente sur aujourd'hui parce que quand on regarde ce qui se passe, une caractéristique de l'Europe actuelle, c'est quand même sûr, elle a été libre-échangiste avec les Anglais, mais elle est surtout anti-souverainisme aujourd'hui. Or, le général le rappelait tout à l'heure, tu lis dans ce livre, dans cet article, ce discours que tu lisais, hein, la souveraineté, c'est un élément essentiel. Or là, ils savent très bien que lorsqu'on colonise un pays, la première chose à faire, c'est qu'on enlève toute souveraineté. Sinon, il peut pas être colonisé. Et ça a d'autant moins de sens, cher Alain, que, en fait, l'Europe, qui est, je veux dire, d'essence westphalienne, s'est construite autour des souverainetés spécifiques de chacun des pays. Exactement. Qui ont créé un système original pour équilibrer les choses et les pouvoirs entre elles. Donc, ce n'est pas du tout la genèse d'une entité globale à l'intérieur de laquelle les souverainetés n'existent pas. C'est le contraire même de ça. Donc, c'est un projet qui est anti-européen. Donc, et alors, pour terminer, pour rebondir sur ce que vient de dire Éric, ce qui me frappe avec von der Leyen, c'est que je pense que c'est une forme d'achèvement. Et je m'explique. Je pense qu'elle ne se cache même plus. Il faut quand même pas oublier l'affaire le Covid. Une négociation avec les Américains de Pfizer, où, entre parenthèses, son mari est un salarié de très haut niveau, certes, mais un salarié dans la partie recherche. Bon, quand même. Elle négocie avec Pfizer directement. Bon. Vu les sommes monstrueuse que ça représente, c'est d'acheter les vaccins pour toute l'Europe. Hein. On va lui demander des comptes, c'est logique, le Parlement lui dit on voudrait voir les échanges de mails pour savoir si ça a été bien fait et s'il n'y a pas eu quelques dérives. Qu'est-ce qu'on répond? Il n'est pas question qu'on vous montre les mails. Pourquoi? Une partie a été faite par SMS, d'ailleurs. Pardon? Une partie a été faite par SMS, d'ailleurs. Et en plus, ça a été fait son SMS privé. Oui, par SMS. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'elle se... Axom, elle dit c'est privé. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas... Oui, mais n'empêche que quand même, là, il s'agit de dizaines et dizaines de milliards d'argent de nous tous qui en sont partis. Et quand on sait maintenant, en plus, l'efficacité des fameux vaccins en question, on se pose des questions. Alors, on la voit là-dessus. On la voit elle négocie, pendant le Covid d'ailleurs, elle négocie l'accord du transfert de données avec les Américains, l'accord transatlantique, qui est au détriment de l'Europe, puisqu'on ne protège plus les données. On considère que aux États-Unis, les données sont protégées.
excuse-moi de te dire, c'est se foutre du monde, il n'y a pas d'autre terme, quand on sait qu'aux États-Unis, la loi américaine permet de consulter toutes les données qui viennent d'origine étrangère. C'est clair, c'est la loi. Hein, donc, on peut pas dire qu'elles sont protégées, c'est pas vrai. N'empêche qu'elles signent un accord, qui a heureusement le Parlement la bloque. Là, les dernières négociations, de nouveau, elle lâche avec Trump, elle lâche surtout. Regarde comment Xi Jinping a négocié face à Trump, hein, et ça a été un bras de fer, hein. Bon, ça a été clair. Tout de suite, Jinping a dit attention, hein, nous, il n'y a plus de terres rares. Alors les autres en face ont dit, ah, mais là, on va négocier. Et on a fait un deal à peu près équilibré pendant un an, juste un an, hein. Je vous donne des terres rares, mais vous m'ouvrez les microprocesseurs, vous m'ouvrez un certain nombre de choses, un certain nombre de marchés. Nous, quand tu regardes l'accord européen, on paye de tous les côtés, hein, comme tu l'as rappelé très justement et comme Paul-Marie l'a rappelé. Qu'est-ce qu'on a obtenu en contrepartie? Rien. Si, j'ai entendu des Bruxellois oser dire, on a bien négocié, ça nous a coûté que 15%. Attends, on est fou. On est fou. Donc, on est complètement sous contrôle. Donc oui, mais la colonisation, on parle de la France aujourd'hui face à l'Amérique, mais on pourrait même ajouter, l'Europe est en train de nous coloniser pour le compte de l'Amérique. C'est encore plus grave. C'est le cas de l'Allemagne. Oui, mais quand je dis l'Europe, l'Allemagne, puisque Mme von der Leyen est allemande, et que les 3/4 des conseillers qu'elle a autour d'elle à Bruxelles sont allemands. Le mot occupation ne fait pas de doute. D'ailleurs, il y a un autre texte fameux du général de Gaulle où il utilise le mot, et d'ailleurs il a quelque chose d'assez raide, quand il dit à Perfit en 64, je n'irai pas commémorer le débarquement. J'aimerais qu'on revienne sur le débarquement d'ailleurs, parce que je suis armé d'un excellent livre du trop modeste Éric Branca qui s'appelle 300 jours et qui parle des conditions du débarquement, notamment les bombardements alliés, mais peut-être qu'on va en parler, parce que les bombardements alliés qui ont fait pratiquement 68 000 morts français. Bon. Il y a eu plus de morts français, d'ailleurs, que de morts américains dans la campagne de Normandie. C'était effrayant. Bombardés de haut, tapis de bombes, comme il dit. Carpet bombing, oui. En anglais, c'est carpet bombing. Mais il y a tout eu. Il y a sound bombing, on est bombardé de tout, y compris d'instruments culturels. Mais la phrase du général de Gaulle est terrible. Si on la prend au pied de la lettre, il dit à Perfit, je n'irai pas commémorer le débarquement des Anglo-Saxons en Normandie. Pourquoi voulez-vous que j'aille commémorer ce qui était le prélude à une seconde occupation du pays? Le mot seconde est très cruel parce que c'est presque mettre sur le même plan. Évidemment, les types d'occupation sont différents et plus subtils dans le cas de l'occupation américaine, mais c'est la mettre sur le même plan que l'occupation allemande. Et ça, c'est d'ailleurs pas une lubie du général, puisqu'un autre président de la République française, François Mitterrand, dit à Georges-Marc Benamou, tout à fait à la fin, il n'aurait pas dit au début de son septennat, évidemment, mais il le dit à la fin, ces derniers jours à l'Élysée, le livre de Benamou. Il dit, vous savez, la France est en guerre, et elle ne le sait pas. Les Américains nous font la guerre, c'est une guerre âpre, constante et féroce, sans mort, apparemment. Il parle bien de guerre. Oui. Je crois qu'il le dit à propos. Mais là, je dirais que, est-ce que c'est pas un peu la personne qui regrette les causes elle regrette les conséquences de quelque chose dont elle chérit les causes, parce qu'il avait une occasion en or de sortir déjà de l'OTAN au moment de la chute de l'URSS et il ne l'a pas fait. Dans le livre d'Éric Branca, dont nous avons tous à l'esprit, qui est obligatoire la lecture à tous les enfants des écoles. Bon, j'ai Éric Branca, l'ami américain. On apprend que François Mitterrand est un des parlementaires de la 4e République les plus assidus à l'ambassade des États-Unis. Sous la 5e. Et sous la 5e aussi. D'ailleurs, assez intéressant. Sur la 4e, va bien vous lire. C'est une petite parenthèse, mais qui rentre tout à fait dans votre propos. Mitterrand a beaucoup hésité en 91. Il avait une idée de médiation au moment de la première guerre du Golfe. Et en quelques jours, il a totalement changé d'avis. Il s'est mis du côté des Américains et on a participé avec la fameuse opération Daguet à l'invasion de l'Irak, etc. Vous savez pourquoi? Oui, je vais vous le dire.
Allez-y. Parce C'est que les Chevènement qui l'a Américains dit, c'est Jean-Pierre Chevènement qui m'a dit. avaient des dossiers sur Voilà. lui, et Voilà. notamment... Les Américains ont menacé de sortir des dossiers sur Mitterrand s'il Voilà. continuait à hésiter lors de la guerre du Golfe. Absolument. Finalement, on a marché comme un seul homme. Si c'est pas la colonisation, avec la bourgeoisie cambrador et au fond les élites, il le dit Absolument. d'ailleurs, les élites asservies qui ont toutes des dossiers parce qu'elles ont toutes trempé dans la colonisation à leur bénéfice et elles sont prises au piège. Vous avez deux candidats à la présidence de la République qui ont dit aux Américains, avant même de le dire aux Français, un, qu'ils allaient se présenter à l'élection, et deux, ce qu'ils allaient faire. C'est Mitterrand et Sarkozy. Oui, c'est Sarkozy, ça. le plus stupéfiant, c'est 2005, quand il va voir l'ambassadeur américain Stapleton à Paris, Voilà, et il Stapleton. explique qu'il va réintégrer l'OTAN, ce qu'il va faire en 2008, Voilà. et qui va être président de qui va se présenter et qui fera l'exact inverse de ce que Chirac a fait depuis 2003. C'est quand même stupéfiant. de Rien dire que ça, une ça vaut puissance. plus facilement la prison que le Ah fait bah, d'avoir été piqué de l'argent à Kadhafi, parce que ça, c'est carrément de la haute trahison, tandis Haute cette trahison affaire. qui a été de termes qui ont été retirés des articles 67 et 68 de la Constitution lors d'une opportune réforme de 2007. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un peu l'historique quand même, François? Alors, j'y arrive justement parce que Cette domination, elle tombe pas du ciel. C'est Voilà. un travail d'un siècle. tout à fait. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remonte un peu aux causes et après on regardera les conséquences. Donc, les causes, c'est en fait comme quelque part comment en est-on arrivé là et pourquoi? Quelle est la configuration générale qui a fait que nous nous sommes mis progressivement sous la coupe des Américains d'une façon aussi incroyable comme vous venez de le décrire tous les trois. Donc, Je vais bien commencer, mais chacun. je t'en prie. Ouais, Je chacun le des fais choses. avec Doctus comme Libro, avec un des livres d'Éric Brancac, il faut lire. 300 jours, c'est le dernier en date, je crois. Il est certain que le travail a été bien fait. Et que cette occupation-là, elle est multiforme. On l'a dit, elle est culturelle. On va citer le livre de Jacques Thibault. D'ailleurs, je vous signale que la parenthèse, elle ne s'est pas refermée en 74. Éric, elle s'est déjà refermée en 70. Puisque le fameux Jacques Thibault, qui était directeur adjoint de l'ERTF, et qui s'était donné pour mission, d'accord, bien entendu, avec le cabinet de l'Élysée, comme le général de Gaulle, de repousser autant que possible les pressions, qui étaient énormes, pour diffuser des films américains. Déjà dans les années 60, via l'ORTF. Eh bien, il est viré par Pompidou en 70. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Il y a une dent contre Pompidou, parce qu'il était signalé comme ayant trop le souci de l'indépendance, c'est-à-dire des productions françaises, plutôt que des productions étrangères. Il dit même d'ailleurs, c'est stupéfiant ce qu'il raconte. Il a mené une enquête pour montrer d'abord que celui qui promeut le film américain dans le monde entier a une véritable administration. Il s'appelait à l'époque Jacques Valenti, un rang d'ambassadeur et une véritable administration à sa disposition pour imposer le film américain, en disant partout où on imposera les films américains, les marchés s'ouvriront. Ouais, C'est une politique très pensée. c'est très intelligent de toute façon comme approche. Et qui a arrosé dans Faire les passer années le 60, culturel je dirais en chevalier d'ouverture de tout le reste de l'économie, du politique, du militaire, etc. Jacques Thibault explique comment des sociétés américaines distribuaient gratuitement dans les chaînes de radio dans les années 60, notamment Europe 1, je ne sais pas pourquoi Europe 1 était spécialement poreuse, pour qu'ils diffusent des chansons, des morceaux américains. Et c'était une politique. Mais est-ce que ça veut pas dire, alors je passe un peu, c'est pas du coq à l'âne, mais on reste quand même sur la partie les causes, mais est-ce que ça veut pas dire que dans cette stratégie, il n'y a pas eu aussi une politique d'achat systématique des journalistes eux-mêmes, de la presse, etc. Parce que ça, on voit difficilement comment on peut avoir l'un sans l'autre. C'est plus vicieux que ça quand même. Parce que c'est pas de l'achat de journalistes, si tu veux. C'est un système qu'on met en place. Et je vais prendre un exemple, moi, pour sortir complètement mais c'est social, hein, c'est au moins aussi fort que le culturel. FO. Vos auditeurs le savent pas. FO en France a été créé par les Américains, financé par les Américains pour contrer la CGT. Et oui, il faut le savoir. Et pendant des années, ils ont payé les dirigeants des FO, qui étaient des socialistes marqués, qui étaient socialistes de gauche, hein, puisqu'il fallait s'attaquer à la CGT. Et les trotskistes, ils ont pris les trotskistes comme béliers. J'allais y arriver. Et ça a été, on a pris donc
c'était pas les communistes, c'était des communistes, mais pas tout à fait, enfin des trotskistes, hein, donc communistes trotskistes, un peu particulier. On savait qu'à l'époque, en plus, Trotsky, Lénine, il y a tué, enfin, il y a eu. Je vais pas revenir là-dessus. Bon, et qu'est-ce qui se passe? FO devient un syndicat très influent sur le plan social et impacte toutes les mesures sociales qui ont été prises. Et on découvre aujourd'hui que ils étaient complètement manipulés. À quoi ça Et ça a duré des dizaines d'années. Voilà, il y a aussi les invitations. En fait, journalistes, on ne pas, mais on les invite. Alors, mais il y a tout. Et aujourd'hui, on a les Young Leaders. Hein, et les Young Leaders où on sélectionne les plus intelligents dans toutes les catégories et on les invite, on en fait des amis. Alors, ils ont aussi acheté des personnalités, mais davantage d'ailleurs des personnalités politiques. Alors on peut dire beaucoup de mal des Américains, mais il y a un domaine dans lequel j'en dis du bien, c'est la manière dont ils déclassifient leurs archives. Oui. Et moi, quand j'ai écrit l'année américain, je me suis plongé dans les archives présidentielles, dans les archives de la CIA, dans les archives du département d'État. Et le département d'État a un département d'histoire orale qui est absolument extraordinaire. Ils ont interviewé à partir des années 70 jusqu'en 90 tous les gens les plus capés de la diplomatie américaine, avant qu'ils ne meurent. Et donc, il y a des témoignages stupéfiants, et notamment celle d'un personnage qui était le numéro 2 de l'ambassade américaine à Paris, qui s'appelait Wells Stabler. Wells Stabler était chargé d'acheter avec des enveloppes qu'on venait lui remettre à l'ambassade. C'était l'agent de la CIA qui lui remettait une enveloppe, et lui-même, dans une pièce adjacente, les remettait à plusieurs leaders politiques. Et il en cite. Et il cite des gens de gauche et des gens de droite. Mitterrand, évidemment. Alors, Mitterrand, non. Il cite Guy Mollet, à gauche. Il cite, à droite, de mémoire, Antoine Pinet, qui était très, très pro-américain, qui dit d'ailleurs la rupture avec De Gaulle s'est faite là-dessus, etc., etc. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a circulé aussi, en plus des syndicats. Et ce que dit Alain Juillet sur le FO, c'est absolument fondamental. Et ils se sont appuyés sur vraiment une extrême gauche activiste, qui était des trotskistes, pour casser la CGT. Ça remonte à 47. La FO est créée en 48. Et puis, il crée aussi un petit parti qui va avoir, qui est groupusculaire, mais qui va avoir un destin très important jusqu'en mai 68, qui est l'OCI, qui a été la matrice de toute une série de personnalités d'extrême gauche, comme Jospin, comme Jean-Luc Mélenchon, etc. Ils ont été formés à l'OCI, qui est une création américaine. D'où le rôle des États-Unis dans les événements de 68, qui était fait évidemment pour. Oui, mais là, il faut bien voir. C'est très astucieux. En définitive, on choisit des ennemis et on construit des ennemis qui sont effectivement c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement des ennemis de l'Amérique, mais ils le savent pas. Et alors, pour aller autour dans le même sens, c'est fascinant aussi sur les ONG. Alors, sur les ONG, c'est la même chose. Tu t'aperçois qu'il y a des quantités d'ONG qui apparemment sont tout à fait louables, défendent des idéaux. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais tout à fait. Après tout, discutable, mais enfin, dans le bon sens du terme. Et puis quand tu grattes, tu t'aperçois pas du tout que ça a été payé par des groupes de pression, ou directement par l'État, avec un but bien arrêté. C'était d'influencer. Et quand Trump, alors Trump récemment, il l'a dit, quand il a dit « j'arrête l'USAID ». Alors, on va dire, quand même, ça va. Il a dit oui, parce que dans l'USAID, on donne de l'argent à beaucoup de gens, et la plupart d'entre eux, nous le rendent pas, sous une forme ou sous une autre. Il l'a dit. Il a dit, ça va pas continuer comme ça. Si on leur donne de l'argent, c'est pour qu'ils nous servent. Beaucoup leur rendent. C'est ça. Donc, c'était très clair. Et ce qui est terrible, c'est ça, c'est que c'est en définitive une machine de guerre dans laquelle tout le monde est d'accord, mais toi, quand tu es en face, tu es écrasé parce que c'est une véritable marée. Ça arrive de partout, si tu veux. Il y a la culture, comme tu le rappelais, tu vas avoir le social, tu vas avoir les jeunes, tu vas avoir... Et puis, peu à peu, on est colonisé, oui. Voilà. Et avec en plus une caractéristique donc que j'ai appris dans le livre d'Éric, c'est que ils sont capables en même temps de pousser et de financer les contraires. C'est-à-dire, on va financer en même temps le FLN et l'OAS. L'OAS pour embêter De Gaulle et le FLN pour espérer avoir du pétrole un jour. Voilà. On va financer le Shah et Khomeini parce que faut financer le Shah parce que c'est lui qui vous rend service et Khomeini parce que le jour où le Shah vous plante, on mettra Khomeini à la place.
on va financer à la fois les Européens et les Russes d'un côté, et on va financer les Allemands, ou on va laisser un canal ouvert avec les Allemands pour pouvoir, si ça vous arrange, retourner les Allemands avec soi pour aller combattre les Russes, comme il l'explique avec je dirais les Alan Dulles à Berne, je crois, oui, quand il est patron de la CIA à Berne, oui. En leur disant vous nous amenez la tête d'Hitler sur un plateau et nous on vous amène dans notre camp et on va battre les Russes. Donc il y a quand même cette stratégie est poussée assez loin quand même dans le cynisme et dans le double langage. Puis là aujourd'hui. Regarde l'histoire de l'Ukraine et sans entendre les détails de l'Ukraine. Tu en as une démonstration parfaite. Trump veut être copain avec Poutine pour les raisons qu'on connaît, pour l'éloigner de la Chine. Bon. Bien sûr. Donc il dit, moi je vais avec Poutine, je veux être super bon, donc j'arrête de fournir des armes à l'Ukraine. C'est ça. C'est politique. Et d'un autre côté, il dit aux Européens, attendez, vous êtes pas contents parce que j'arrête alors, moi, je veux pas avoir d'histoire avec Poutine, mais vous allez m'acheter des armes américaines pour les livrer à l'armée ukrainienne. Il va dire à ses marchands de canons, les dividendes de la paix, je suis en train de les construire parce que si demain il n'y a plus de guerre, c'est vous qui serez les premiers pour faire le business avec les Russes. Par contre, si vous voulez continuer à vendre des canons, sachez qu'il y a des crétins qui sont les Européens qui sont d'accord pour payer nos canons pour les livrer à Zelensky. Écoute, bravo. Bravo. Dans ces cas-là, tu dis salut l'artiste. Il y a un autre mécanisme, on va peut-être y revenir après, je ne sais pas, je veux pas anticiper, mais c'est le mécanisme de la dette. Parce que la construction européenne telle qu'elle s'élabore à partir des années 50, à partir même de la fin des années 40, elle est inséparable des prêts américains. C'est le plan Marshall, bien sûr. Le plan Marshall, il faut savoir quelles étaient les contreparties du plan Marshall. C'était des contreparties de contrôle de chaque jour de l'économie française. Le plan Marshall, on a bénéficié à peu près je crois, quelque chose comme 3 milliards de dollars, ce qui équivaut à 300 milliards d'aujourd'hui. Bon. Et il y avait une partie de dons, il y avait une partie de dette. Mais ce qui est important, c'est la dette. Puisque, en contrepartie, les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises, notamment exportatrices, et qui avaient des process à protéger, se voyaient flanquées d'un contrôleur de l'administration Marshall et étaient absolument au courant de tout. Et même des ministres, Paul Reynaud, par exemple, qui était un ministre de l'économie quelques mois sous la 4e, a essayé de s'opposer à ça. Mais il a dit, il n'est pas question, parce qu'à ce moment-là, on retire notre aide. Ça se passe en 54. C'est absolument, c'est très peu connu. Mais on va y revenir parce qu'on va parler des conséquences d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, quels sont ces mécanismes aujourd'hui? Et là, on va revenir sur la dette, évidemment. Mais j'aurais voulu qu'on parle un peu de l'histoire parce que quelque part, il y a une question que on se pose et que nos auditeurs vont se poser, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment nous qui sommes au départ quand même des pays, je dirais, libres, comment on a pu accepter dès le départ, je dirais, une telle tutelle, parce que cette propagande américaine, on n'était pas obligé de l'accepter, surtout s'ils arrivent en 1918. Qu'est-ce qui fait qu'au départ, je pense que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'au départ, on est parti dans cette espèce je dirais, de rêve américain qui n'est pas le nôtre, il faut dire la vérité, et dans lequel quelque part on est encore comme les enfants de Grimm, du conte de Grimm, avec le joueur de flûte. La séduction, elle vient de très loin sur une dialectique très simple. Nous sommes l'avenir, vous êtes le passé. Voilà. Le vieux continent, c'est le passé, et si vous voulez être dans le coup, il faut que vous soyez un exemple sidérant. Il y a 2 salons de coiffure dans un petit village dans lequel j'habite. Il n'y a pas un anglophone, il y a à peu près 1200 habitants. Il n'y a pas un anglophone à des dizaines de kilomètres. Les 2 salons de coiffure ont des noms américains, Cut Hair anglo. Haircut et Cut Hair. Pour l'un, et puis je ne sais quoi, les 2. On entre dans un moindre. Ça doit te mettre de bonne humeur quand tu passes dans la rue. J'adore ça. Un jour, jeter une pierre sur la attestation de résistance indépendantiste. Mais en fait, on est débordé parce qu'on entre dans un bar, n'importe quel bar, on a la musique américaine, personne ne proteste. On n'en a pas besoin.
Mais c'est une espèce d'habitude de la colonisation. Si ce bar... Et comment c'est venu au départ? C'est ça qui m'étonne, parce que tu dis aux Chinois, nous représentons l'avenir et vous le passé, ils te disent en chinois, va te faire cuire un œuf. Tu dis ça même à un Brésilien, il te dit la même chose. Tu dis ça à un Africain, il dit la même chose. Pourquoi nous, on s'est fait rouler comme ça? François, je finis, pardon Eric. Oui, vas-y, je t'en prie. Citer ce texte qui est sidérant de Robert de Flers, 15 juin 1921, c'est pas d'aujourd'hui, président de nos modes de penser et de sentir, notre don d'imaginer dans la grâce et la beauté, notre sens de la mesure, de l'ordre et de la clarté, qui s'impose et triomphe sur nos écrans. Nous avons pu voir certains films américains, fort beaux sans doute, mais où s'épanouissaient les violences et les cruautés que l'on ne doit pas admettre au pays de Montaigne, de Molière et de La Fontaine. Prenez-y garde, messieurs, si de tels usages, de tels emprunts devenaient permanents, écoutez le mot, notre sensibilité nationale finirait tôt ou tard par en être déformée. 1921. Ouais, c'est ça remonte. Vous vous rendez compte, ça fait plus d'un siècle que la sensibilité nationale, comme dit Robert de Flers, est complètement subvertie par une autre. À telle enseigne qu'on est tous nés sous occupation américaine et qu'on ne se rend pas compte qu'elle a subverti notre propre imaginaire. Le mot crucial là-dedans, c'est l'imaginaire. Pour répondre à ta question, c'est l'imaginaire français qui a été érasé. C'est d'ailleurs pas normal que la France se lève marcher sur les pieds de tous les côtés par l'immigration, par la colonisation, par l'Allemagne dans le cadre européen, etc. C'est parce qu'elle a déjà perdu conscience d'elle-même. Elle a déjà perdu sa sensibilité pour avoir été arasée il y a très longtemps par l'image, par le son. Je ne peux pas développer, mais le son a un rôle très important. Alors, il y a peut-être, moi, en même temps que je t'entends, je pense à une chose, c'est au discours de Harvard que j'ai cité dans mon livre Le temps des fractures. Et il y a une réflexion de Solzhenitsyn qui dit, enfin c'est la base du discours de Harvard, il dit en fait, vous avez cru à un rêve impossible, c'est celui qui vous a été proposé par les Lumières, qui vous a proposé le bonheur sur la terre, en fait, en gros il dit ça, qui vous a proposé le bonheur sur la terre alors que en gros c'est pas possible. Et du coup vous avez abandonné la spiritualité pour essayer d'obtenir un espèce de paradis sur terre. Et vous avez abandonné le courage, vous avez abandonné l'effort, et en gros, vous êtes foutus. Alors, sa critique, elle a lieu parce qu'il sépare ce qu'il appelle le parti et ce qu'il appelle le marché. Et en fait, sa critique à Harvard aux jeunes, et d'ailleurs, c'est comme ça que les Américains l'ont compris puisqu'ils l'ont renvoyé dans son Maine, et ensuite on l'a plus invité. Il était plus vis-à-vis du marché que vis-à-vis du parti. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part à la racine de ce suivisme, une idée comme quoi les États-Unis représentaient un espèce de parangon d'une liberté sur terre, en fait, quelque part. C'est le rêve des Lumières qui s'incarne dans le rêve américain. Voilà, en fait, c'est ça, non? L'impérialisme, finalement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Écoute, l'Amérique est messianique, hein. Le président américain, il jure sur la Bible. Donc, chez les gouverneurs américains, la plupart des États de l'Amérique profonde, on commence par dire le bénédicité à table. Et Vance, que le vice-président actuel des États-Unis, qui espère être président après Trump, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il gêne pas pour montrer qu'il est catholique et récemment rallié, hein, parce que... Oui, mais c'est la théorie de la destinée manifeste. Oui. C'est Jefferson, hein. Ils sont, donc ils amènent le bonheur sur terre. C'est eux qui sont les garants. C'est un messianisme. Et nous, on a cru à ça. En fait, on a abandonné quelque part notre destinée à nous pour un plat de lentilles, et on s'est dit voilà, ils nous amènent, c'est eux le nouveau prophète en fait quelque part, c'est ça. C'est même le nouveau Messie. Hein. Il faut ajouter aussi une vieille habitude de la diplomatie française depuis les années 30 à être derrière les anglo-saxons en général. Alors c'était plutôt les Anglais entre les deux guerres. Parce qu'il y a aussi la réussite économique qui fait qu'il y a derrière, s'ils réussissent économiquement, c'est qu'ils ont raison sur le fond. En fait, c'est ça. Il y a de ça aussi. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Les accords Bloom-Burns, c'est très important puisque donc 46, 47, non non, 46. Enfin, ça rentre en vigueur en 47, mais c'est novembre 46. Donc Bloom, qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis et qui est président du gouvernement provisoire pour quelques mois, il a succédé à De Gaulle, on l'oublie, il a été président du gouvernement provisoire pendant quelques mois. Et il est emmené par Jean Monnet à New York. Et il n'a jamais mis les pieds en dehors de l'Europe. Et il est pris en main psychologiquement par Monnet qui le balade à Manhattan, etc. Et ce pauvre Bloom qui est très affaibli, qui a passé quand même 4 ans en déportation, qui est très fatigué, il est fasciné par ce qu'il voit. Il dit « Quand je pense que j'aurais pu mourir sans voir ça ». Et alors après les quelques jours d'acculturation psychologique, on l'emmène voir Burns. Et Burns lui propose des accords, c'est 90%, qui est le secrétaire d'État américain au commerce. Au commerce. Oui, là. Et qui donc impose ces accords culturels qui sont la préface du plan Marshall. Donc l'offensive culturelle, elle vient 1 an avant l'offensive commerciale. Donc ça rejoint ce qu'on disait, c'est qu'au départ, il y a une attirance idéologique par rapport à ce qu'on appelait le rêve américain. Exactement. Et donc, c'est pour ça que la culture est à la base de leur pouvoir, en fait. C'est 2 films américains pour un film français diffusé en salle. Ah, mais beaucoup plus que ça. Oui, c'est 70%. Pardon. Le film américain, 70%. Non, deux films américains. C'est monstrueux. Alain. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est quand tu regardes, effectivement, quand tu regardes tout ça, il y a aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est que la France est essentiellement chrétienne d'origine plutôt catholique. La fille aînée de l'Église disait le pape. Même plutôt, j'enlèverais le plus tôt. Oui, attends, mais tu vas voir pourquoi je dis ça. C'est parce que l'Angleterre et surtout l'Amérique, ce sont des protestants, même si maintenant ça change un peu. Et chez les protestants, la réussite sociale en gagnant beaucoup d'argent est un moyen pour gagner le paradis. C'est-à-dire que chez nous, quand tu es riche, il faut t'étrangler, on le voit tous les jours actuellement, salaud de riche, il faut que tu payes. Aux États-Unis, c'est le contraire. Donc, si tu veux, donc je crois aussi c'est une fascination du Français qui a été toute sa vie, qui est dans cet environnement, on lui dit attends, si tu réussis, c'est mal, si tu gagnes, c'est mal. Tout est mal en définitive. Nous, on est des repentants, on se bat, on se flagelle tous les jours, on dit on est vraiment pas bon. On vaut les chiites pour ça. Oui. Et en fait, t'as des gens qui te disent mais t'as vu chez nous, nous on vit bien, on a de l'argent, on fait la fête et tout. Évidemment, alors la culture, tout y passe là. Ce qui est pas vrai non plus d'ailleurs, parce que t'as qu'à aller voir la Rust Belt et ce que c'est que l'Amérique profonde. Et les Français, mais c'est le discours qu'on te présente. Mais non, les Français savent pas qu'aux États-Unis actuellement, t'as plus de 20% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Oui, c'est ça. Ils ont oublié qu'avec les subprimes, tu as plus de 50% des Américains de plus de 60 ans, 70 ans même, qui travailleront jusqu'à leur mort parce qu'ils l'espérance de vie est plus basse que celle du Costa Rica, par exemple. Oui, et ça, ils ne voient pas, les gens, parce que la culture te montre pas ça. On te montre pas les retraités des subprimes, suite aux humains qui couchent dans des caravanes misérables, ça, on te le montre pas. La pauvreté, on la montre pas. Ce qu'on montre, évidemment, c'est Hollywood. Alors, tu vois ça, on voit des gens qui ont réussi, la fortune, et nous, ça impressionne le pauvre peuple. Mais c'est normal. Petite incidente, on a été sauvé des subprimes en France par la crise de 2008. Oui. Parce que dans le programme de Nicolas Sarkozy en 2007, les subprimes étaient écrits en toutes lettres. Oui. Il fallait rendre les Français propriétaires de la France. Et c'est en 2008, il y a eu la crise et là, il y a eu d'autres priorités. Mais c'était son idée. D'ailleurs, il y a une phrase de Sarkozy tout à fait intéressante. J'anticipe sur la suite. Quand il dit, après l'élection de Macron en 2017, Macron, c'est moi en mieux. Macron, c'est moi en mieux. Ça veut dire, lui va faire le job que moi, j'ai pas eu le temps de faire. Et nous y sommes. C'est ça. C'est quand même bien intéressant. C'est ça. C'est un aveu exceptionnel. Tout à fait. Alors, si tu voulais dire quelque chose? Oui, à propos du mensonge. Un mensonge, puisque c'est un mensonge. La prospérité des États-Unis, donnée comme j'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans, j'ai vu plus de pauvres que de riches. Mais il donne à montrer, c'est une vitrine. C'est de la propagande, c'est le pays du mensonge, de la propagande, la fabrication de l'opinion. En sport des années 20 et des années 30, on fabrique l'opinion. Bon, voilà. Sur un point précis, et là encore une fois, je cite Éric Broca, les 300 jours, alors c'est une lecture, Éric, qui m'a passionné, vous concluez sur un énorme mensonge.
vous dites que pour les 18-35 ans, aujourd'hui en France, à 60%, ce sont les États-Unis qui ont le plus contribué à la victoire contre le nazisme. 60%. Alors que vous rappelez les chiffres, l'Union soviétique a perdu 25 millions. Oui, peut-être plus. C'est des chiffres officiels. Et les États-Unis, 140 000. Entre l'invasion de l'URSS par Hitler en juin 41 et le 8 mai 45, les pertes russes représentent 73% de toutes les pertes alliées. Et celles des États-Unis, 0,4%. Et à part ça, la propagande est telle, d'idées et autres films de Sergent Vian, c'est sidérant. Mais on arrive à pervertir les esprits par la propagande. Et alors, ce qui est intéressant, parce que vous me faites l'amitié de me citer, mais je cite le même sondage qui avait été fait en 45 par Gallup en France, et c'était beaucoup plus équilibré. 50% des gens disaient l'Amérique, 50% des gens disaient la Russie. Mais c'était normal, puisque c'était les États-Unis qui nous avaient libérés, nous, Français. Donc, mais ils savaient que la part russe était considérable. Elle était beaucoup plus considérable que 50%, puisque je rappelais les chiffres. Mais au moins, c'était plus équilibré. Mais avec le rouleau compresseur du cinéma et de la culture américaine pendant 80 ans, on est arrivé à tout inverser. C'est même stupéfiant. Ils sont très forts parce que il faut regarder. Nous, on voit ça de notre point de vue, puisqu'on parle là de la colonisation de la France. Mais ils sont capables. C'est là où ils sont vraiment très. Moi, je trouve qu'ils sont très forts, c'est que ils sont capables de même sur des problèmes qu'ils ont eux-mêmes, par des films, de tourner la réalité et puis à la fin de te faire oublier. Regarde le Vietnam. Tout le monde, les films sur le Vietnam où on a vu une histoire de prisonniers, on a vu épouvantable. Bon, mais ils évacuent les problèmes avec des films et autres. Et toi, t'arrives derrière, on dit oui, le Vietnam. On oublie complètement tout ce qui s'est passé à côté. On se souvient simplement des aventures de commando, de machin et tout. Ils te racontent une histoire qui n'est pas la vraie, mais qui leur permet en définitive d'évacuer le problème. C'est très fort. Et c'est fort et c'est maîtrisé, c'est-à-dire c'est politisé. Ce sont des agences, il y a véritablement... je pense que c'est eux qui ont... Bon, l'arme politique de la propagande a toujours existé. César faisait écrire... ses mémoires, la guerre des Gaules, ligne à ligne. Napoléon faisait écrire très précisément ses comptes rendus de victoire en les arrangeant. Donc ça a toujours existé, mais eux en ont fait véritablement. Je pense que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont épousé quelque part notre désir très profond du fait qu'ils incarnaient un bonheur sur terre et un nouveau Messie quelque part. Et ils se sont engouffrés là-dedans, ils ont construit quelque part leur pouvoir à partir de ça. À la place de ce qui était le fondement du messianisme, en tous les cas, de la conception bonne de la vie qui prévalait dans les pays catholiques et qui tournait autour de l'Église. Il y a un vol d'imaginaire et il y a un vol de transcendance. Tout à fait, je crois tout à fait. D'ailleurs, l'Église a dépéri à mesure que s'installait le mode de vie américain, un matérialisme évidemment beaucoup plus affriolant. Il faut ajouter dans les armes, je sais pas si on a le temps d'en parler, mais au moins je voudrais l'évoquer parce que cette affaire m'intéresse depuis 30-40 ans. L'arme suprême, c'est la langue. À partir du moment où vous imposez la langue, l'esprit est remodelé. Alors, il y a eu la parenthèse, comme disait Éric Branca de Gaulle, le lancement des commissions de terminologie pour franciser les mots anglais qui arrivaient en masse et des mots français pour revenir à l'idiosyncrasie française. Le comité de défense et expansion de la langue française, créé auprès du Premier ministre, je crois que c'était en 65-66. Même Pompidou disait un jour c'était bien naïf, à perfide, pourquoi parle-t-on de l'UNESCO, puisque l'UNESCO est à Paris, pourquoi pas un acronyme français parlé d'ONUESC? C'est la traduction en français. Il avait le souci de la langue. C'est le moment où Étiamble, souvenez-vous, lance son livre 63, je crois, Parlez-vous franglais. Il y a eu une réaction. Puis tout ça a été liquidé après avec. Et il y avait d'ailleurs un aspect très important. Giscard d'Estaing qui ouvre d'ailleurs, ça c'est très. On tourne la page en 74. Il ouvre. Le soir même de son élection, il s'adresse au monde en anglais.
Ouais, c'est La déjà trahison ça. nationale est pure et simple, là. Alors, Ouais. on a parlé du passé, on a parlé de cette construction progressive, on a parlé des racines. Je voudrais qu'on passe un petit peu de temps avant de parler de comment est-ce qu'on peut sortir de là, sur les termes actuels de la domination, parce que je pense que c'est important. On a parlé de la langue, c'est un des éléments aujourd'hui. Il n'y a pas, si tu fais n'importe quelle rue de Paris, Regardez les enseignes. 8 sur 10, 8 enseignes sur 10, c'est des mots anglais. Hein. 8 enseignes encore ouvertes, hein, parce qu'il y en a plus en plus. Oui, Les cabinets de recrutement donc, quels font sont, passer leur selon vous, les entretien d'embauche en anglais. éléments principaux aujourd'hui de la domination actuelle, aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment c'est construit? Y compris par Trump, d'ailleurs. On a parlé des Young Leaders tout à l'heure, je ne sais plus qui y a fait allusion, ça a été extrêmement important parce que toute une frange de la classe politique française a été formée aux États-Unis et a d'ailleurs pris un vocabulaire, à défaut de la langue, mais un vocabulaire américain. Le fait qu'on parle maintenant de gouvernance, c'est typiquement une vocabulaire du monde des affaires, du business. C'est ça. Oui. Et je suis sidéré au passage, d'ailleurs, dans ma propre association HEC, quand j'entends les responsables aujourd'hui de clubs dont je fais partie, etc. Enfin, le franglais, c'est ahurissant, c'est one-to-one. Enfin, il y a un mot anglais sur deux ou deux mots anglais sur trois dans le parler, le sabir de mes propres collègues qui sont des Français. On ne parle pas avec des Chinois, et la gouvernance, des Indiens, mais des Français. Du gouvernement, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Le gouvernement, ça veut dire qu'il y a un rapport direct entre le gouvernant et le gouverné. La gouvernance, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Voilà, c'est très très intéressant. Mais c'est le néolibéralisme qui a tout envahi. Tout envahi. On se conforme à des normes. On se conforme plus à la volonté du peuple. Et quand vous entendez combien de ministres disent « j'ai fait le job », mais ils sont pas là pour faire le job. Le job dicté par qui? Par l'électeur, sûrement pas, puisque le lien est rompu. Bien sûr. C'est autre chose, ils se conforment à des normes. Et ça, c'est vraiment de la droite à la gauche, c'est une maladie. Hein. Oui. Fais le job, ça me frappe, ça, beaucoup. Vous aussi, mais non, je partage tout ce qu'on vient de dire là. Ce que je trouve actuellement, hein, ce qui est frappant actuellement, si tu veux, c'est que d'abord le monde des affaires, alors en dehors des petites entreprises et encore, mais dans le monde des affaires aujourd'hui, on est totalement américanisé, hein, à tout point de vue. Et quand on te recrute pour l'international, on parle en anglais et on considère que tout passe en anglais, tu vois. Alors, et tu te dis, mais enfin, c'est quand même invraisemblable. Le monde, il est pas qu'anglais. Tu vois, moi, il y a une bonne partie de la Terre qui parle pas anglais. Les Russes parlent pas anglais, les Chinois parlent pas anglais. Les Indiens parlent anglais, mais pas uniquement anglais. Mais bon, l'Amérique du Sud parle pas anglais. Je suis désolé. L'Afrique parle pas anglais. Mais oui. Sauf l'Afrique anglophone, mais c'est pas tout. Et tu vas en Chine, il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais en Chine. Hein. Non. Or, la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Alors pourquoi la Chine? Nous on dit pas tiens, il faut regarder. Et pourquoi la Chine n'est pas colonisée. On n'est pas capable de penser par nous-mêmes. Et ça et on nous le reproche parce que comme tu viens de le dire, quand tu prends l'Afrique, tu prends l'Amérique du Sud, tu prends l'Asie, mais les gens, ils attendent de nous qu'on soit pas américains. C'est là-dessus qu'ils nous attendent. Ils voudraient qu'on soit pas américains. Et même, je dirais pour plus avoir des alternatives. Or, c'est pas vrai. On arrive, on est tellement avec les Américains que. Pour bien connaître le Nigeria, ils parlent pas l'anglais, ils parlent un sabir. C'est eux plutôt qui ont colonisé l'anglais plutôt que le contraire. Donc ils parlent un sabir anglais, mais dans leur tête, ils sont pas du tout anglicisés. Hein. Dans leur tête, ils sont nigérians, hein, ils sont pas. Et tu prends l'Inde, c'est pareil. Tu prends l'Inde pour parler d'une grande puissance, d'ailleurs d'Asie, mais les Indiens, ils parlent un anglais à l'indienne, hein. Mais quand tu discutes avec eux, l'influence américaine, non, c'est pas vrai. Hein. Bien sûr, bien sûr. Elle a pénétré la France en raison justement de ce dont parlait François, c'est-à-dire une cosmogonie qui ressemblait au fond aux Lumières.
Voilà. Au XVIIIe siècle. Voilà. La promesse du XVIIIe siècle a été incarnée par une puissance étrangère qui en a profité, Voilà. qui a détourné à son profit C'est contre la vieille France traditionnelle, Voilà. contre les anciens vaincus par les modernes. C'est ça. Les anglo-saxons, d'abord les anglais au 19e, ça a commencé le franglais au 19e, Stendhal s'en amusait à l'époque, et ensuite par les États-Unis au 20e. L'idée de la révolution est venue de l'Angleterre quand même au départ, non? Oui, et aidé par les États-Unis. Enfin, ce qui nous a pas empêché d'ailleurs, c'est un épisode que personne ne connaît, l'épisode militaire. La première guerre que mènent les États-Unis après l'Angleterre, c'était la France. Oui, c'est ça. C'est en 1798. On a été en guerre. La France et les États-Unis se sont fait la guerre. C'est pas un remerciement pour les troupes envoyées par Lafayette. Alors ça n'empêche pas de célébrer Lafayette. Mais oui, mais là on a cassé la gueule à ses descendants. autre chose. Et nous, on a oublié la guerre que nous ont fait les États-Unis à nos navires pour casser le commerce entre la métropole et les Antilles, les îles françaises des Antilles, les Américains considérant qu'on arrivait sur leur territoire. Leur territoire était déjà l'ensemble de l'Amérique. D'ailleurs, c'est bien ça. Les États-Unis ont voulu coloniser au 19e siècle toutes les Amériques. Voilà. C'est la doctrine Monroe. Ouais. Et au 20e, on est passé à toute l'Europe. Et au 21e, la Russie est le dernier en Europe, en tous les cas. C'est ça le problème, à résister. Alors, chers amis, si on vient sur une autre, on est là dans les éléments de la domination américaine aujourd'hui. Donc, on a parlé de ce qu'on appelle de la langue, on a parlé du libéralisme, qui en est une des façons, on a abordé très rapidement la question de la dette, mais elle est très importante. Vous voulez en dire un mot? Et après, je voudrais qu'on parle des questions culturelles aussi dont on n'a pas parlé. Toute l'idéologie LGBT, etc., elle participe aussi de cette domination anglo-saxonne. C'est pas du tout européen, ça. Donc, parlons de la dette, peut-être. Alors, la dette, mais ça, c'est plus spécifiquement européen, parce que comme on a été contaminé par le néolibéralisme, la construction européenne, elle s'est faite sur l'idée d'empêcher les États d'emprunter à leur propre banque. Et le grand tournant, c'est Maastricht, évidemment. C'est Maastricht, l'abandon des monnaies nationales et le fait que la Banque centrale européenne ne prête pas aux États, mais doit elle-même emprunter aux marchés internationaux. Et ça, pour le plus grand bonheur des États-Unis. Ce qui est d'ailleurs une monstruosité, parce que l'État qui crée lui-même la monnaie, n'a pas le droit est obligé d'aller chercher sa monnaie auprès de ses administrés, je dirais, de ses banques, de ses propres banques. Ça avec l'ouverture des mouvements de capitaux, parce que ça c'est 86. L'ouverture des mouvements de capitaux, c'est à la source de délocalisation. C'est-à-dire qu'auparavant il y avait un contrôle d'échange. Si vous faites des profits en France, vous ne pouvez pas les expatrier sans l'accord du ministère de l'économie. Ou alors, vous les réinvestissez en France, ce qui crée des emplois. Ça, c'est une bonne logique. Et l'ouverture, personne n'a vu l'importance de l'ouverture du libre marché des capitaux. Et ça, c'est anglo-saxon. C'est anglo-saxon, ça nous a tués, parce qu'après, on fait des affaires, j'allais dire du business. On n'arrive pas à se décoloniser la tête soi-même. Des affaires en France, on fait de l'argent, et on l'expatrie ensuite pour créer des usines en Chine. Voilà, c'est ça. Ça a été l'origine de la perte de compétitivité industrielle française. L'optimisation fiscale, parce qu'on en parle actuellement, on parle de tout ça, au Parlement. Bon, il s'écharpe là-dessus. Mais l'optimisation fiscale dont on accuse les riches et les autres, il faut pas l'oublier qu'elle était impossible il y a 30 ans. Oui. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était impossible. Parce que chaque pays, il y avait une organisation. Maintenant, avec le libre-échange, tu bascules d'un côté ou d'un autre, tu vois, et puis résultat, évidemment, tu vas toujours où c'est le moins cher. Les soucis du bien commun. Bien sûr. Tout le monde se fout du bien commun. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, mais c'est comme ça. Il faut pas rêver, hein. Eric, vous vouliez dire un mot là-dessus? Non, c'est tout. Non, c'est bon. Mais je voulais qu'on en parle. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, l'autre sujet, évidemment, là-dessus, dans la domination culturelle, c'est toute cette idéologie woke, en fait. Alors, ça, j'ajoute toute petite chose là-dessus. Je commence, mais là, vous connaissez ça mieux que moi. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont le wokisme, ou plutôt la lutte de Trump aujourd'hui contre le wokisme, c'est le prétexte pour être contre Trump et contre les États-Unis. Oui, c'est-à-dire qu'on est contre les États-Unis pour ce qu'ils
qui les concerne eux, alors que c'est leur affaire s'ils veulent lutter contre le wokisme. On n'a rien à dire là-dessus. Et à la limite, c'est sûrement meilleur pour le peuple américain que tout le reste. Alors là, on s'y oppose. Mais pour le reste, on signe les capitulations que j'ai montrées tout à l'heure, commerciales. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est grave cette question du wokisme parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Au fond, c'est la représentation du monde catholique qui est plus élevée. Il y a une haine. Nous parlions récemment, mon cher François. Oui, il y a une haine, et Alain l'a dit aussi, il y a une haine terrible des protestants contre les catholiques, surtout quand ils réussissent, comme en France. Donc, autant que la France a des instruments, tu sais, c'est jalouse, on l'a dit déjà, que jalouse des États-Unis, parce que la France, ça parle au monde. Il y a un mode de vie à la française. On en a parlé la dernière fois dans notre première émission. Directement la vocation de la France était ça. C'est pour ça, way of life. C'est pour ça que la concurrence est venue. Et cette conception française, elle a quand même quelque chose à voir avec la catholicité, avec le respect de la vie. C'est pour ça que le substrat religieux, comme dans toutes les affaires politiques, il faut bien le dire, est extrêmement important. Regardez là, le déchaînement de la propagande états-unienne après la guerre contre le pape Pie XII, c'était terrible. Il y avait des films pour associer Pie XII à la Shoah. Bon, c'est ça. Il y a eu qui a été d'ailleurs relancé par j'avais lu ça là-dessus, par une pièce de théâtre qui s'appelait Le Vicaire. Oui, c'est ça. Et qui avait été créée par je crois, un protestant qui s'appelait Hochhut. Qui était Karl Hochhut, qui était lui qui avait produit ou écrit cette pièce, et on s'est servi justement d'une pièce de théâtre pour salir par ricochet le pape Pie XII, à laquelle d'ailleurs je rappelle au passage que l'Église a répondu, et Jean-Paul II a répondu en ouvrant les archives de cette période, et en faisant un livre que je conseille aux auditeurs, qui est un livre tout à fait extraordinaire, les 12 parties de ces archives ayant été refermées, serrées en 12 chapitres d'un livre qui s'appelle Pie XII, écrit par le père Pierre Blais. Le père Blais, qui était le jésuite qui avait été chargé de la mission. Et je vous incite à lire ce livre si vous l'avez pas trouvé, Pie XII de Pierre Blais. Il est totalement extraordinaire parce que il montre le travail, en particulier diplomatique, qui a été fait par l'Église à l'époque. On oublie une chose, c'est que c'est Pie XII qui a écrit lui-même le texte de Midbrennender Sorge, qui a été lu par Pie XI, mais dont Pie XII était le secrétaire, le futur Pie XII était le secrétaire. Donc c'est lui en réalité qui a dénoncé le nazisme, et il est le seul à avoir dénoncé le nazisme, donc c'est Pie XII lui-même qui l'a dénoncé, et ensuite, ne pouvant pas, je dirais, ayant son fils et sa fille à gauche et à la droite du principal mafieux, ne pouvaient pas risquer d'accuser le mafieux pour pas se faire tuer, je dirais, ses enfants allemands. S'est servi de la diplomatie pour essayer de sauver les uns, arrêter les autres, et ce livre Pie XII du père Blais est tout à fait fantastique. Ça, c'est la réponse en quelque sorte à ce que faisaient les Américains au même moment. Voilà, aux tout à fait. accusations qui étaient voilà, tout à fait, exactement. Oui. C'est exactement ça, exactement. Voilà. Cette anecdote, ce point précis, il y a la concurrence dont parlait Alain, terrible, il faut insister là-dessus, entre deux représentations du monde, des hommes, de la vie. Il y a la représentation protestante, WASP en tous les cas, portée à l'incandescence par les évangélistes américains. White Anglo, pour préciser pour tous les WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Voilà. C'est clair. Qui a un peu du plomb dans l'aile d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire, tu réussis, tu es plus près de Dieu. Oui, ça c'est protestant. Exactement, c'est ça. Le signe de la c'est essentiel. C'est essentiel. Avec le Seigneur.
Non. Pour nous, c'est pas le cas. Tu réussis. Alors, si tu réussis pas en gros parce que c'est moi qui t'ai cassé la figure, là, t'es loin de Dieu, donc ça justifie le fait que je te casse la figure. Et voilà. Et alors, ces deux représentations du monde, on peut dire, c'est Benoît XVI qui a utilisé ce mot, je trouve ça très profond, mais trop long à développer. Nous sommes plutôt en France, enfin, chez les catholiques, dans le monde latin, du côté du logos. C'est-à-dire, c'est une autre représentation de la vie au service de la connaissance, de la discussion, de la raison, de ce qu'il a appelé le logos. Hérité des Grecs. C'est d'ailleurs la traduction grecque du mot verbe. Quand on dit au commencement était le verbe était tout près de Dieu, le verbe était Dieu. En fait, le vrai mot, le mot, c'est logos. Et logos veut dire la raison. Donc, en fait, quand on dit la raison, en fait, s'oppose à Dieu, en fait, la raison, c'est ce qui permet de dire que tout ce qui est divin est, en fait, déraisonnable, etc. C'est le contraire, en fait. L'Église elle-même dit que Dieu est le créateur de la raison. Et vous voyez bien qu'il y a une concurrence entre deux conceptions de la vie. Et finalement, si les États-Unis craignent tellement la France, donc je l'ai vu quand j'étais à l'ONU au jour le jour, enfin, il y avait plus d'âpreté contre nous, des Mitterrand, ils sont en guerre plus que contre d'autres puissances. Alors que nous ne sommes pas une superpuissance, on les concurrençait dans quelques segments économiques. Mais la grande concurrence, c'est ça. C'est la représentation du monde. Parce qu'ils savent que la représentation française du monde, elle parle à tous les autres peuples du monde. C'est ça. Alors que le tout fric américain et la cosmogonie, à ses limites, elle est tout de même, comme dit Alain, avec un magnifique retenue, elle a ses limites. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est une guerre, au fond, philosophique, on peut tout à fait. Ontologique, presque. Oui, mais je crois justement, ce que vient de dire Marie sur le fait que c'est philosophique, à mon avis, c'est une des clés pour comprendre ce qui se passe avec les woke que tu évoquais. Voilà. Parce que, en définitive, les woke, c'est aussi un formidable moyen de domination. On éclate la société en petits groupes divers, en leur satisfaisant des pulsions plus ou moins raisonnées ou irraisonnées. Je suis gentil, je suis très prudent. Mais et puis on dit comme ça, je suis tranquille parce que moi je vais jouer là-dessus, je fais ce que je veux. Et puis là, ce qui est intéressant de voir, c'est là où par contre je trouve que ce qui est intéressant avec Trump, c'est que Trump, dans sa vision n'est pas du tout celle-là, lui. Il veut tenir les gens, mais il veut tenir les gens dans un bloc. Donc il dit non, moi ça va être comme ça. Donc on les éclate pas en petits morceaux. C'était la vision de Biden, parce que c'est Obama, très intéressant, c'est Biden. ça. Trump, c'est un libéral, c'est pas un néolibéral. Le néolibéralisme, c'est la négation de l'idée même de société. Exactement. Une phrase formidable de Margaret Thatcher, qui a été beaucoup portée au nu parce qu'elle a tenu tête au syndicat, etc., qui avait certainement des qualités humaines, mais qui, d'un point de vue idéologique, a été catastrophique pour l'Angleterre. Si l'Angleterre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays sans industrie livré à l'islamisme, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est tout à fait sa faute. Enfin, la faute de cette tendance-là. C'est l'idée de dire qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de cohésion, et l'idée donc du bien commun dont on parlait tout à l'heure est complètement extrinsèque à toute... Moi, j'ai trouvé que, à ce titre, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, moi, je l'ai véritablement vécue par le fait qu'elle était envoyée à 3 milliards de personnes sur la Terre. Ça a vraiment été une déclaration de guerre contre les États, contre les sociétés, contre les familles, contre tout ça précisément, et un programme politique véritablement. Ça a été une façon de dire au monde, voilà ce que nous voulons pour nous et pour vous, véritablement. On détruit le système. Voilà, c'est ça. Et nous, pour nous, les drag queens et les enfants, ça va ensemble, etc., etc. Mais moi, je me mets à la place de tous ceux que j'ai côtoyés pendant 40 ans, les Africains, les Moyen-Orientaux, les Chinois. C'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est, pour moi, je l'ai dit dans mon premier livre sur la guerre culturelle, sur le livre, mon premier livre, l'Ukraine, un basculement du monde. La guerre culturelle, c'est véritablement le cœur même de la guerre Nord-Sud, c'est la guerre culturelle dans ce sens-là véritablement. Mais si tu me permets, on a quand même une lueur d'espoir. Moi j'ai eu vraiment, j'étais comme toi, j'ai catastrophé quand j'ai vu ce spectacle offert au monde. Et puis j'ai été enthousiaste 2 heures après quand j'ai découvert
par des messages qui arrivaient de partout, qu'un bon nombre de télévisions dans le monde avaient coupé bien sûr. la cérémonie en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu remarqueras qu'à cette occasion, on en a profité, et après on va passer à la dernière partie, on en a profité pour mettre en scène comme quelque part quelque chose disons, dont on se glorifie, le fait d'avoir coupé la tête de Marie-Antoinette avec le sang qui coule, etc. C'est une horreur absolue, mais le fait qu'on ait conjointement dit l'un et l'autre, ça veut dire que c'est au départ, à partir de la destruction de ce qu'on considère comme... parce que derrière le symbole de la royauté, il y a le symbole de cette construction, je dirais, de l'identité chrétienne et de l'identité verticalisée avec un roi, un peuple, etc. Ce qu'on veut mettre à la place, c'est ça. Et à ce moment-là, on voit Philippe, Catherine, les drag queens, etc., etc. Voilà. Donc, il nous reste à peu près 12 minutes. Je voudrais qu'on parle un petit peu et maintenant, comment on en sort de ça? Comment est-ce qu'on fait pour se libérer de François, je vais vous demander une grâce, parce que il y a un point crucial qu'on a comme toujours passé, la perte des profits, c'est l'aspect militaire. Oui. J'ai parlé de la Première Guerre mondiale, très bénéfique aux États-Unis, en termes psychologiques. Parlons de la seconde. Et là encore, je suis avec Brancard. Je ne peux pas m'empêcher, c'est pas exactement la question que vous posez, mon cher François, mais il faut marquer ce point. Pendant des années, sous prétexte qui était en partie vrai, en partie faux, de détruire des infrastructures allemandes en France, les États-Unis et les Britanniques, mais les gros des cas viennent des États-Unis parce qu'ils tiraient de très très haut des bombes et se fichaient un peu où ça arrivait. On bombardait la France. Ça a été Toulon en 1943, ça a été Sommeter, ça a été Brest. Il y a eu ensuite toute la bataille de Normandie dont je parlais tout à l'heure, qui a quand même fait des dizaines de milliers de morts français, des gens qui étaient dans leur champ et qui recevaient des bombes. C'est ça. Vous savez... ils ont plus bombardé la France que les Allemands. Les Allemands n'ont pas bombardé la France. Ils ont conquis la France, mais ils n'ont pas bombardé. Au même moment, en tous les cas. Ensuite, ça a été pire pour l'Allemagne. Mais au même moment, ils bombardaient davantage la France. À tel enseigne, ils ont même bombardé des cibles qui étaient complètement inopérantes. Pourquoi bombarder Le Havre en septembre 1944, alors que Paris était déjà libéré? Non, parce qu'il fallait détruire des infrastructures françaises par méfiance d'une France qui pouvait se relever. C'était vrai. D'ailleurs, un mot la guerre de Gaulle. Il y a un certain Croquet. À André Philippe, qui était son représentant aux États-Unis, il lui dit, on se demande s'ils ne font pas ça à dessein. Et bien sûr, mais moi, quand on en a parlé, je te l'ai dit, ça m'a tout à fait penser aux soviétiques derrière la Vistule, regardant Varsovie se faire écrabouiller par les Allemands, disant ensuite on rentrera là-dedans comme dans du beurre, parce qu'ils auront fait notre travail. On est exactement dans cette... C'est le phénomène Hiroshima. Les historiens s'accordent à dire que le Japon était de toute façon vaincu. Mais Hiroshima et Nagasaki ont une portée. Alors on fait des centaines de milliers de morts, mais pour rien militairement, il faut asseoir spectaculairement la domination américaine. Oui, je le crois. Et c'était pareil pour le déluge de bombes, notamment au Havre. Alors, il y a une anecdote amusante. Il y a des Américains qui, après le déluge de bombes, arrivent au Havre, ils se font foutre à la porte. Et quand quelques années plus tard, je ne sais quel agent américain à nom français propose au conseil municipal du Havre de nommer quelques avenues reconstruites du nom de militaires valeureux du genre Eisenhower américain, l'ensemble du conseil municipal nous ont bombardés, on n'en veut pas. C'est faux, cette espèce d'accueil. Bon, ils accueillaient le général de Gaulle, ils accueillaient les troupes françaises, ils n'ont pas bien accueilli les Normands, ceux qu'ils ont bombardés. Et je répète, pour rien, c'est un certain Crocker, encore une fois, je cite Brancard, le lieutenant-général Crocker, qui était chargé, qui était commandant du premier corps d'armée britannique, qui a dit, ce n'est pas la guerre, c'est un meurtre. Il y a eu 3200 Havrais en septembre, morts en une journée
à cause du tapis de bombe américain. Et bon, il y a tout un livre. Et cet anglais est passé en conseil de guerre pour avoir dit ça. Oui, Eric, je pense que si vous cherchez un bon directeur de promotion... Oui, c'est pas mal. Je crois que vous venez de le trouver. Je me propose, mais vous n'avez pas me missionner, mon cher. Il a compris non seulement l'intérêt du livre, mais même son esprit. Hein, vous voyez. Je ferai le job. Voilà. Bon, comment sort-on de cette situation ? Il y a ce qu'on peut faire, nous, et puis ce qu'on peut faire dans l'idéal. Alors, ce qu'il faut faire, à mon avis, le plus rapidement possible, c'est quand on est prisonnier, il faut se libérer. Donc, il y a deux carcans absolument essentiels. C'est le carcan militaire, c'est la réintégration du commandement intégré de l'OTAN, qui est une folie qui a été voulue par Sarkozy. Et puis, il y a rendre la parole au peuple. Rendre la parole au peuple, c'est-à-dire faire que le référendum soit l'instance suprême. Or, pardon, je ne suis pas du tout obsédé par Sarkozy, quoique, mais enfin, ses responsabilités sont éminentes. Quand on pense que la parole des Français de 2005 a été démentie par les mandataires, par les mandataires des Français, c'est-à-dire par le Parlement, c'est véritablement une forfaiture, ça. Donc il faut rendre la parole au peuple. On est d'accord. Faire que le référendum redevienne la règle, et puis sortir de la suggestion militaire. Ça, c'est les deux choses qu'on peut faire. Puis ensuite, il y a le problème de la dette. Bien sûr. Et puis, alors ça c'est une affaire à beaucoup plus long terme. Ça a été d'ailleurs une des priorités de Gaulle en 58, puisque la quatrième République était en cessation de paiement, ce que nous ne sommes pas encore. Ça va peut-être venir, mais c'était pas le cas. Et puis, dernière piste, je m'arrêterai là, parce que je suis pas un spécialiste des affaires économiques, mais il y a le problème de l'énergie. Et ça, c'est le plus facile. C'est le plus simple. Il faut sortir du marché européen de l'énergie, qui est un boulet de compétitivité épouvantable, qui empêche nos entreprises d'exporter au prix où elles devraient le faire. L'électricité au prix du gaz qui a été imposée par les Américains. Il faut évidemment sortir de là. Ça, à mon avis, c'est la priorité, et c'est simple à faire. C'est simple à faire, et en plus, on a le potentiel nucléaire. Oui, on est sur l'électricité, on peut être que d'accord, hein, parce qu'on nous a imposé, nous, qui avions l'électricité. Et là, on se l'est imposé nous-mêmes, ce ne sont pas les Américains. Alors là, c'est nous qui nous imposons de payer l'électricité avec un calcul qui est basé sur le gaz acheté aux Américains avec un surprix 4 fois plus cher que le gaz russe. Puis que l'Américain moyen l'achète moins cher à la pompe que nous, on l'achète quand il arrive en bloc ici pour les États. Enfin, c'est complètement fou. Mais bon, oublions. Il y a le problème de l'énergie, on paye trop cher alors que nous on a le nucléaire, et maintenant en plus on a les barrages. On était en train de nous faire sauter d'arrêter les barrages, alors que les barrages nous permettent aussi d'avoir une électricité pas chère. Donc il y a le problème de l'énergie, indépendance énergétique, on peut l'avoir nous-mêmes, et donc il n'y a aucune raison qu'on tienne. Je crois, mais derrière ça, là, ça me permet de rebondir moi sur l'Europe. Parce que, moi, on l'a dit tout à l'heure, au début de cet entretien, on disait, l'Europe est un instrument de colonisation de la France par les Américains. C'est tout à fait ça. Avec Ronald Reagan et les autres. On est bien d'accord. Hein? Donc, et on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre, puisqu'on a montré que c'est de là qu'il a été sourcé. On peut faire quelque chose. Tout à fait. On a quelque chose. Parce que les Français, je le dis parce que les Français ne le savent pas, ne le comprennent pas forcément. Ça, c'est vrai. Tout à fait. On leur dit même d'ailleurs, l'Europe est une construction sui generis, alors que nous avons montré que c'est faux. Pas du tout. Mais alors justement, pour aller en ce sens-là, il y a une chose qui m'a frappé, moi, c'est dans un certain nombre de pays d'Europe, c'est qu'ils ont mis dans leur constitution, ils ont gardé dans leur constitution que l'Europe pouvait sortir toutes les lois qu'elle voulait, toutes les lois européennes devaient être agréées, validées par le Parlement ou le Sénat des pays en question. Et nous, je pense une mesure à prendre pour retrouver une souveraineté et donc de repartir dans le bon sens, ce serait d'introduire dans la Constitution, c'est extrêmement simple, que toutes les lois européennes ne peuvent être appliquées chez nous qu'à partir du moment où elles ont été approuvées par les élus. Ça change tout. Oui, c'est ce que je pense. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le national qui reprend le pouvoir sur le communautaire. Et on revient aux élus, on revient au pouvoir des élus et la souveraineté. En définitive, ce qu'on dit, c'est très simple. Il y a quelques mesures à prendre, ça change tout. L'énergie, ça change tout. Tu prends ce qu'on vient de dire sur les décisions de Bruxelles, ça change tout. Et oui.
Et ça, à mon avis, c'est d'autant plus urgent qu'il se prépare en ce moment à Bruxelles une conférence intergouvernementale pour modifier les conditions de réforme des traités. Jusqu'à maintenant, les traités se réforment à l'unanimité. Il faut que tous les pays soient d'accord. Le traité de 2005 n'a pas été adopté parce que les Néerlandais et les Français ont dit non. Ce qui se prépare maintenant, c'est une règle de la majorité qualifiée étendue à la réforme des institutions. C'est ça. C'est-à-dire que si on laisse passer ça, c'est terminé. C'est fini. Mais il y a l'impalpable aussi, le fait que toutes les mesures dont vous parlez sont pas, c'est encore plus profond. La phrase de Gobard, de Gaulle se faisait une certaine idée de la France, pendant que les Français se faisaient une certaine idée de l'Amérique. Il faut apprendre à repose-poil. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redevienne français et que l'on se refasse une idée de la France. C'est pas très difficile. Vous allez dans un bar, on vous impose la musique américaine, vous protestez. Et vous verrez que les gens autour de vous sont très contents d'avoir la tête un peu au calme parce qu'on enlève, ou alors on met du Beko, du Piaf ou du Barbara. Bon, vous verrez que les gens sont plutôt d'accord parce qu'ils sont moins aliénés. Je pense aussi. Oui. Il y a toutes sortes de vous empêcher de parler anglais alors qu'il n'y a aucune, ou américain alors qu'il n'y a aucune utilité, ou de parler franglais. Vous recommencez à lire des livres français parce que les Français de plus en plus lisent des traductions de mauvais livres américains alors qu'il y a une littérature française, même ancienne que je sache, qu'il faut retrouver. Il faut protéger le patrimoine, il faut acheter des maisons à la campagne, vivre à la française, redevenir français. Et je crois que c'est la prophylaxie la plus sûre. Oui, tout à fait. Alors, moi, pour aller dans le même sens et en aller un peu plus loin. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est les fameux BRICS, tu sais, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et tous les autres autour maintenant. Ces BRICS sont en train de nous montrer la voie, parce que eux, depuis ils une dizaine reconstruisent un d'années, système westphalien qu'on a nous-mêmes inventé. Alors, exactement. Et ils sont en train de prendre justement, de retrouver ces caractéristiques en disant, mais nous, chez nous, c'est nos règles qu'on applique, c'est notre culture, c'est notre... Qui ne nous empêche si pas vous de parler avec les autres, d'échanger, mais chez nous, de faire vous du appliquez commerce, nos règles. de régler nos différends entre nous, de régler nos problèmes de frontières. Exactement. Entre l'Inde, voilà. Alors, je voudrais finir juste sur une petite note, je dirais d'espoir, en essayant de développer devant vous une idée que j'ai par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Moi, j'ai le sentiment, on en a parlé tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, mon cher Paul-Marie, que Trump, en fait, à travers ses je t'aime pas, je fais un sommet, je le fais pas, je vais en Corée, et après je vends à Zelensky, etc. Quelque part, il promène tout le monde et il gagne du temps. Il gagne du temps. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut rien faire. Il a dit à Zelensky, de toute façon, les Russes n'ont jamais perdu une guerre de toute leur histoire. Donc, ils perdront pas celle-là. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est amuser la galerie d'une certaine façon, en attendant que les Russes aient pris tout ce qu'ils veulent et qu'à un moment donné, lui puisse dire à ses sponsors, puisqu'on peut plus faire de business sur la guerre, puisque de toute façon, les Russes ont tout pris. Maintenant, on va arrêter, on va faire du business sur la paix et on va aller, avant ces crétins d'Européens, on va aller en Russie et nous, on va aller faire du business et eux le feront pas. Je pense que ce qu'il fait, purement et simplement, c'est ça. Mais moi, je pense que si jamais il fait ça, ça veut dire que ça se terminera tôt ou tard lorsque, en fait, les Russes le voudront, puisque c'est les Russes qui ont toutes les clés militaires, politiques, diplomatiques, etc., vers une paix séparée entre la Russie et la Chine, entre la Russie et les États-Unis. Mais le jour où il y a une paix séparée, comment est-ce que le système européen, qui est un pacte de Varsovie à l'envers, peut fonctionner comme est-ce qu'il aurait pu fonctionner si les Russes, à un moment donné, disent « nous, on veut plus et on vous défendra plus ». Ce jour-là, chers amis, l'Europe explose. Le premier pays qui s'en va, c'est l'Allemagne, qui dit « mais moi, je veux plus de ce gaz pourri américain que je paye 4 fois plus cher ». La chef de l'opposition, le jour où la paix séparée est proclamée, la chef de l'opposition est à Moscou le lendemain matin en disant « cher Vladimir, donnez-moi votre gaz ». Et elle dit ensuite avec moi, vous retrouverez la prospérité perdue. Voilà. Et l'Italie s'en va, la Hongrie est déjà partie, tout le monde s'en va, sauf les Français qui resteront là sur l'Aventin en disant nous, on sera les derniers à défendre un monde qui n'existe plus. Donc, est-ce que ça, quelque part, il n'y a pas déjà inscrit dans les astres d'une certaine façon
à travers la géopolitique, les instruments de notre, entre guillemets, libération, qui ne sera qu'une forme de libération, parce que si on est tout seul, sans Europe, sans Commission, il va falloir quand même qu'on se débrouille. Donc, est-ce que quelque part, cette espèce de construction européenne, on n'en vit pas les derniers moments? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, je suis assez d'accord avec votre analyse, mais ça veut dire qu'il faut tomber encore plus bas pour rebondir. Parce que là, le moment va être terrible. Ça veut dire aussi qu'il faudrait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui anticipent ce moment et qui commencent à aller peut-être à Moscou en disant mais nous ne sommes pas vos ennemis, qui commencent à aller voir les Chinois en disant ben nous allons travailler avec vous parce que notre construction à nous allons, je viens parler au nom de la France et pas au nom de l'Europe, etc., etc. Qu'en penses-tu? J'entends beaucoup de nos auditeurs ou téléspectateurs se dire ils n'ont quand même pas parlé du grand danger. Oui, l'Amérique, les États-Unis, du grand danger. Beaucoup de gens, c'est l'invasion musulmane, l'islamisation, comment dire, bon, vous voyez ce à quoi je fais référence et à qui je pense. Nous n'avons pas renversé les facteurs. Au contraire. Je crois que c'est parce que la France est oubliée elle-même, prise, capturée même dans son imaginaire, dans sa culture, dans ses réflexes, dans ses principes politiques les plus profonds. C'est parce qu'elle s'est oubliée, ou tout au moins qu'on l'a forcée à s'aliéner, qu'elle est sans réaction, ce qui est absolument extraordinaire dans l'histoire. Tout à fait. On a vu un peuple se laisser envahir comme le nôtre, et en plus payer son envahisseur. C'est ça. Vraiment, on est détraqué de l'intérieur. Oui, c'est pas, les églises n'ont pas été vidées par l'islam. Elles ont été vidées dans les années 70, il n'y avait pas encore d'immigration massive. On était déjà de l'intérieur même, comme le rat qui pompe la poule, si vous voulez. On était déjà vidé de l'intérieur de notre substance même, c'est-à-dire de la tradition, de notre tradition culturelle, on peut dire religieuse et civilisationnelle. Et c'est en se retrouvant soi-même, et peut-être que l'explosion de l'Europe est la condition pour ce retour à nous-mêmes, je le pense, de réappropriation de nous-mêmes, en effet, qui permettra ensuite de répondre à toutes les questions, parce que beaucoup de gens renversent l'ordre des priorités. Oui, c'est ça. Y compris se défendre vis-à-vis. Nous sommes détraqués de l'intérieur. Je retiendrai un petit mot final. Mais moi, je mettrais peut-être un petit incident Allons-y, dans ce qu'on vient de dire. C'est que je pense que je suis vraiment ferme. D'abord, je partage tout à fait ton point de vue. La guerre en Ukraine, on sait depuis 2 ans comment elle va s'arrêter, sur quelle base et tout. Simplement, le feu d'artifice là-dedans à la fin de cette guerre, c'est nous, c'est l'Europe. Nous, on va partir, la fusée, France va partir par là, l'Allemagne va partir. On sait très bien. On va se retrouver tout seul. C'est pour ça que la Commission de Bruxelles accélère, parce qu'ils savent très bien. Mais évidemment. Ils savent très bien qu'ils essayent d'arrêter l'inarrêtable. Mais moi, je voudrais quand même te dire une chose, c'est que je crois vraiment sincèrement, je pense que quand Sarkozy est intervenu en Géorgie pour arrêter le conflit, qui était la même chose que le conflit ukrainien, les Américains qui avaient poussé d'un côté, les autres qui réagissaient de l'autre, et les Russes qui disaient pas question. Bon, on trouve les mêmes. Sauf que les chars sont arrivés à 40 kilomètres de Tbilissi en l'espace de 48 heures. Ça, c'est sûr, oui, mais il n'y avait pas le dégel. Les militaires russes de l'époque avaient été moins bêtes que ceux qu'il y a eu après. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarkozy est allé comme président de l'Europe, mais aussi comme médiateur français. Oui. Pourquoi la dernière fois, nous, on s'est planté? C'est parce qu'on n'était pas médiateur, on était membre de l'OTAN. Si aujourd'hui, la France n'était pas dans l'OTAN, on serait médiateur entre la Russie et l'Europe. C'est nous qui serions. Ça répond pas exactement à ce que je disais, mon cher. C'est pas une réponse à ce que je disais. Je veux dire, inscrivez pas en faux contrairement. Non, non, c'est pas une réponse. Oui, on peut se défendre que si on est libre. Voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est que nous, en se mettant dans l'OTAN, alors qu'on était partenaires, indiscutable, mais on s'est enlevé une liberté qui nous manque cruellement aujourd'hui, parce que c'était une des rares libertés qu'on avait en Europe. Voilà. Et qu'on par peut rapport retrouver. aux autres, on pouvait affirmer une politique Il suffit indépendante. que l'on dise que nous avons retrouvé nos ailes pour retrouver immédiatement cette liberté. Exactement. Et plus, je dirais, les rapports, parce que l'issue des guerres, pour moi,
et l'issue des guerres est claire, aussi bien au Moyen-Orient mais par contre, ce qui n'est pas clair, c'est la relation Nord-Sud qui se créera à partir de ça. Elle sera coopérative ou est-ce qu'elle sera confrontative, je dirais. Et ça, on ne le sait pas. Et je dirais que dans un cas comme dans l'autre, nous, et c'est ce dont on a parlé la dernière fois dans notre émission sur la vocation de la France, on a un rôle à jouer qui est, je dirais, aussi important si on doit rapprocher des peuples qui s'entendent que si on doit essayer de rapprocher des peuples qui ne s'entendent pas. Absolument. Voilà. Bon, chers amis, notre émission s'arrête. Nous avons essayé d'aborder tous les aspects de cette décolonisation de la France, vaste sujet combien important, plus qu'effleuré par le général de Gaulle à l'époque, d'une façon totalement prémonitoire. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé à cette émission. Donc nous nous retrouverons donc le mois prochain pour un autre sujet qui aura trait cette fois-ci aux Outre-mer. Sujet ô combien passionnant et ô combien délaissé. Merci à vous et à bientôt.